Je suis rentrée de l'opération, encore pâle et souffrante. Ma mère a immédiatement lancé « Tu es de retour. Arrête ta comédie et prépare le dîner tout de suite. » Mon frère a ricané « Ne simule pas l'épuisement juste pour éviter les corvées. » Mon père a seulement soupiré et détourné le regard. Il ne réalisait pas qu'un homme puissant se tenait juste derrière moi, entendant tout. Et ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le monde pétrifié. Parce que... Je m'appelle Adrienne Foxwell. J'avais 23 ans et cet après-midi-là, je suis rentré de l'hôpital avec une plaie chirurgicale fraîche sous mon pull et un dossier de sortie blanc pressé contre ma poitrine. Chaque pas depuis l'allée jusqu'à la porte d'entrée provoquait une vive tiraillement dans mon ventre. Mais je me suis quand même forcé à me tenir droite car je savais déjà que la sympathie ne m'attendait pas dans cette maison. Au moment où la porte s'est ouverte, ma mère n'a pas regardé mon visage pâle, mon bracelet d'hôpital, ou la façon dont ma main tremblait autour du sac d'analgésique prescrit. Elle a seulement jeté un coup d'œil vers la cuisine en désordre derrière elle et a dit « Tu es enfin de retour. Arrête ta comédie et prépare le dîner. » Pendant une seconde, j'ai honnêtement cru que les analgésiques m'avaient fait mal entendre. On m'avait ouvert le ventre moins de 24 heures plus tôt, et elle montrait la cuisinière comme si j'étais simplement rentré tard d'une séance de shopping. Mon frère s'est appuyé contre le mur du couloir avec un sourire paresseux et a dit « Ne simule pas l'épuisement juste pour éviter les corvées. » Mon père se tenait à quelques pas derrière eux, a vu les papiers de l'hôpital dans ma main, a vu le bord du pansement sous ma manche, et a quand même choisi de détourner le regard. Ce silence faisait plus mal que l'incision. J'ai essayé de répondre, mais la pièce a basculé et mes genoux ont failli lâcher. Puis le plancher derrière moi a craqué. Sterling Westbrook est entré dans l'embrasure de la porte, grand, calme, et vêtu d'un manteau sombre qui donnait l'impression que tout le couloir était plus petit. Il avait entendu chaque mot. La bouche de ma mère a cessé de bouger. Le ricanement de mon frère a disparu. Le visage de mon père est devenu gris. Aucun d'eux ne savait encore que Sterling avait le pouvoir de leur enlever tout ce qu'ils utilisaient pour me contrôler. Et à la fin de cette nuit, les personnes qui m'avaient ordonné de cuisiner après une opération me supplieraient de ne pas le laisser finir ce qu'il était venu faire. Avant que je vous raconte ce qui s'est passé ensuite, dites-moi quel temps il fait là où vous êtes aujourd'hui. Est-il calme, orageux, ou aussi lourd que le silence dans cette pièce lorsque ma famille a réalisé que la mauvaise personne avait entendu la vérité? 3 mois avant cet après-midi, ma vie à l'intérieur de la maison Foxwell ressemblait déjà moins à celle d'une fille qu'à celle d'une employée de maison que personne n'avait à payer. Nous vivions dans un quartier calme en dehors de Charlotte, en Caroline du Nord, dans une maison à 2 étages avec des colonnes blanches, des haies taillées, et une cuisine assez grande pour le genre de dîner de famille que ma mère aimait exhiber en ligne. De l'extérieur, les gens pensaient probablement que nous étions à l'aise, respectables et proches. À l'intérieur, tout fonctionnait selon une seule règle silencieuse. Je travaillais et tout le monde se plaignait quand je ne travaillais pas assez vite. J'étudiais les soins infirmiers dans un collège communautaire à 20 minutes de là. Et la plupart des soirs, je prenais des services dans une pharmacie locale pour payer mes livres, mon essence, mes blouses, et les petites dépenses que mes parents disaient toujours être ma responsabilité maintenant que j'étais adulte. Travailler dur ne me dérangeait pas. Ce qui me dérangeait, c'était de rentrer à la maison après les laboratoires d'anatomie et les services tardifs pour trouver de la vaisselle empilée dans l'évier, du linge jeté en tas près des escaliers, des boîtes de plats à emporter sur la table basse. Et ma mère assise dans le coin petit déjeuner à parcourir des sites de shopping comme si le désordre autour d'elle n'avait rien à voir avec elle. Valérie Foxwell, ma mère, avait le talent de faire passer la paresse pour de l'autorité. Elle disait toujours qu'elle gérait l'ambiance émotionnelle de la maison, ce qui signifiait apparemment commander des coussins, planifier des dîners, et critiquer ma façon de plier les serviettes. Mon frère, Preston Foxwell, avait 26 ans, était au chômage, et était en permanence attaché à son casque de jeu. Il se disait créateur de contenu, mais le seul contenu que je voyais était lui criant sur des inconnus en ligne pendant que les canettes de soda vides se multipliaient autour de son bureau. Mon père, Howard Foxwell, travaillait comme directeur régional des ventes pour une société de logistique liée au Sterling Westbrook Investment Group. Il partait tôt, rentrait fatigué, et traitait chaque conflit dans la maison comme une tempête qu'il pouvait survivre en restant très immobile. Quand ma mère me criait dessus, il regardait son téléphone. Quand Preston se moquait de moi, il soupirait. Quand je demandais de l'aide, il disait « Maintiens juste la paix, Adrienne. Tu sais comment est ta mère. » Maintenir la paix signifiait que je préparais le dîner après des journées de 12 heures.
Cela signifiait que je nettoyais la vaisselle de Preston parce qu'il disait qu'un vrai homme ne récurait pas les poils. Cela signifiait que je ramassais les commandes en ligne de ma mère sur le porche, que je les portais à l'intérieur, et que j'écoutais pendant qu'elle se plaignait que je n'avais pas passé l'aspirateur avant l'arrivée du livreur. Le pire, c'était à quel point il faisait paraître cela normal. Ma mère appelait ça m'entraîner à être une femme responsable. Preston appelait ça gagner ma place dans la maison. Mon père appelait ça aider. Moi, j'appelais ça l'épuisement. Mais je disais surtout ce mot dans ma propre tête parce que le dire à voix haute ne faisait que les faire rire. Environ une semaine avant que tout n'explose, j'ai commencé à ressentir une douleur sourde en bas du côté droit de mon ventre. Au début, je l'ai ignoré. Les étudiants en soins infirmiers sont les pires patients car nous pensons toujours que nous pouvons expliquer nos symptômes. Je me suis dit que c'était le stress, le mauvais café, peut-être des crampes, peut-être quelque chose que j'avais mangé pendant ma pause. Mais la douleur revenait plus vive chaque nuit, surtout quand je me penchais pour vider le lave-vaisselle ou que je montais le linge à l'étage. Un soir, je me suis agrippé au comptoir parce que la pièce a vacillé une seconde. Ma mère a levé les yeux de son téléphone et a froncé les sourcils, non pas avec inquiétude, mais avec irritation. « Ne recommence pas avec cette respiration dramatique », a-t-elle dit. « J'ai besoin que tu assaisonnes le poulet avant 6 heures. » Preston a traversé la cuisine, a pris une boisson pour sportif, et a ricané en me voyant pencher. « Elle va simuler une urgence médicale pour éviter le dîner », a-t-il dit. Mon père était assis à la table en train de trier le courrier. Il l'a entendu. Il m'a vu presser la paume de ma main contre mon ventre. Il n'a pas dit un mot. Cette nuit-là, j'ai brûlé le riz parce que j'ai dû m'asseoir sur le sol du garde-manger et attendre que la douleur lancinante passe. Ma mère n'a pas demandé pourquoi je transpirais. Elle a seulement brandi la casserole et a dit « Tu rates une chose simple et tout le monde doit en souffrir ». Je voulais lui dire que quelque chose n'allait pas. Je voulais que quelqu'un le remarque sans que je doive le supplier. Au lieu de cela, je me suis excusé, j'ai gratté le fond de la casserole, et j'ai préparé une autre fournée pendant que Preston se plaignait que le dîner était en retard. Le lendemain, la douleur a empiré. Le jour d'après, il est devenu impossible de prétendre que ce n'était rien. Mais à ce moment-là, ma famille avait déjà décidé ce que ma douleur signifiait. Pour eux, ce n'était pas un avertissement. C'était un inconvénient. La nuit où j'ai fini aux urgences, ma mère avait traîné mon père et Preston dans un steakhouse pour ce qu'elle appelait une célébration familiale spontanée. Je n'étais pas invité car quelqu'un devait rester à la maison et finir de préparer la maison pour les invités. Le soir suivant, elle a laissé une liste scotchée sur le réfrigérateur avec des aimants en forme de citron. Passer la serpillière dans la cuisine, laver les serviettes des invités, décongeler le dessert, sortir les poubelles, nettoyer la salle de bain de Preston. En bas, de son écriture soignée, elle a ajouté « Pas d'excuses ». Je me souviens avoir fixé ces 2 mots pendant qu'une sueur froide coulait le long de ma colonne vertébrale. La douleur avait changé à ce moment-là. Elle n'était plus sourde ou agaçante. Elle était chaude, vive, et profonde, comme si quelque chose de furieux se tordait sous ma peau. J'ai essayé de rester debout assez longtemps pour sortir les poubelles, mais à mi-chemin de la cuisine, mes genoux ont flanché. Je me suis rattrapé à l'îlot et j'ai haleté si fort que même la maison vide a semblé se taire. J'ai d'abord appelé ma mère. Elle n'a pas répondu. J'ai appelé mon père. C'est tombé sur la messagerie vocale. J'ai appelé Preston même si je savais déjà qu'il m'ignorerait. Il a rejeté l'appel après 2 sonneries. J'ai envoyé un message au groupe de discussion familiale. Je pense que quelque chose ne va vraiment pas. J'ai besoin d'aide. Quelques minutes plus tard, ma mère a répondu « Nous sommes en train de manger. Arrête d'essayer d'attirer l'attention. » J'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Puis Preston a envoyé un emoji qui rit et a écrit « Si tu peux envoyer des textos, tu peux nettoyer. » Mon père n'a pas répondu du tout. La douleur est devenue si intense que j'ai rampé jusqu'au banc du couloir où je gardais mon sac à main. Je pouvais à peine réfléchir, mais un petit instinct de survie en moi savait que j'avais besoin d'un hôpital. J'ai commandé un VTC parce qu'appeler une ambulance me semblait trop cher, trop dramatique, trop susceptible de devenir une autre accusation familiale plus tard. Le chauffeur a semblé alarmé dès qu'il m'a vu pencher sur le porche. Il m'a demandé si j'avais besoin des services d'urgence. Je lui ai dit de simplement conduire, s'il vous plaît. Le temps que nous arrivions à l'hôpital,
je tremblais si fort qu'une infirmière a apporté un fauteuil roulant avant même que je passe les portes coulissantes. Tout s'est ensuite passé trop vite. Des questions. Un brassard de tensiomètre, une perfusion, un médecin pressant mon abdomen et regardant mon visage se tordre de douleur. Puis les mots que j'avais eu trop peur d'imaginer. Appendicite aiguë, risque de rupture, chirurgie laparoscopique d'urgence. Il devait opérer dès que possible. J'ai signé les formulaires de consentement avec une main qui m'obéissait à peine. Avant qu'il ne prenne mon téléphone, j'ai envoyé un texto à ma mère. Je suis à l'hôpital. Il m'emmène en chirurgie. S'il te plaît, dis-le à papa. Sa réponse est arrivée alors qu'une infirmière ajustait la couverture sur mes jambes. Adrienne, arrête de te ridiculiser. Nous parlerons quand tu rentreras à la maison. Preston a ajouté. Alors, qui nettoie demain? Mon père a finalement écrit 3 mots. Écoute les médecins. C'était tout. Pas d'appel. Pas de panique. Pas de « j'arrive ». Juste 3 mots, comme si je lui avais envoyé un message pour un rendez-vous chez le dentiste au lieu d'une chirurgie d'urgence. Quand je me suis réveillé, les lumières de la salle de réveil étaient douces et floues. Ma gorge me faisait mal à cause du tube respiratoire. Mon abdomen était gonflé et contusionné, avec de petites incisions couvertes de pansements. Une infirmière m'a dit que l'opération s'était bien passée, mais que j'avais besoin de repos, de médicaments, et absolument pas de soulever de charges lourdes. Elle m'a demandé qui viendrait me chercher à ma sortie. J'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée. Je ne savais pas. Cette réponse aurait dû être simple. Une mère, un père, un frère, n'importe qui. Mais mon téléphone était posé sur la table à côté de moi, silencieux, à l'exception de 2 nouveaux messages de ma mère. Premièrement, n'exploite pas la situation. Deuxièmement, nous avons toujours des invités ce week-end. Je me suis tourné vers le mur pour que l'infirmière ne me voie pas pleurer. Pas à cause de la douleur. La douleur était terrible, mais elle avait un sens. Ce qui a brisé quelque chose en moi, c'est de réaliser que ma famille ne pensait pas que mon corps pouvait faillir. Ils pensaient seulement que mon utilité pouvait être retardée. On m'avait ouvert, recousu, mis sous médicaments, et placé dans un lit d'hôpital. Et d'une manière ou d'une autre, la première chose qu'ils voulaient savoir, c'était quand je rentrerais à la maison pour nettoyer. Mina Caldwell est arrivée le lendemain matin avec un sac en papier contenant de la soupe, un sweatshirt propre, et le genre de fureur qui rendait l'air autour d'elle plus chaud. Mina était mon amie la plus proche du programme de soins infirmiers, la seule personne qui avait remarqué que j'avais l'air plus mince, plus silencieuse, et plus fatiguée chaque semaine. Elle m'avait appelé après que j'ai manqué notre révision de laboratoire du matin. Et quand j'ai finalement répondu d'une voix faible, elle n'a pas posé 100 questions. Elle a simplement dit, « Quel hôpital ? Je serai là dans 20 minutes. » Quand elle est entrée dans ma chambre et a vu la perfusion, le bracelet de l'hôpital, et la façon dont j'essayais de ne pas bouger, son visage est devenu complètement immobile. Puis mon téléphone a vibré sur la table de chevet. Le nom de ma mère a illuminé l'écran. Je ne voulais pas répondre, mais Mina a vu la peur dans mes yeux et l'a pris pour moi, le mettant sur haut-parleur avant que je puisse l'arrêter. La voix de ma mère a rempli la pièce, tranchante et agacée. « Tu es réveillé ? J'ai besoin de savoir à quelle heure tu reviens parce que la cuisine est inacceptable et Preston dit qu'il n'a rien de propre à porter. » Mina m'a regardé comme si elle venait d'entendre un inconnu me gifler. J'ai chuchoté, « Maman, j'ai été opéré. Je ne peux pas nettoyer maintenant. » Il y a eu une pause, puis ma mère a soupiré comme si je lui avais demandé de porter une montagne. Adrienne, toutes les femmes ont des inconforts. Ne transforme pas ça en spectacle. Mina s'est penchée et a mis fin à l'appel. Pendant un moment, aucune de nous n'a parlé. Puis elle a dit, « Tu ne retournes pas là-bas seule. » J'ai essayé de les défendre par habitude. J'ai dit qu'ils étaient stressés. J'ai dit que ma mère avait toujours été intense. J'ai dit que mon père ne comprenait probablement pas à quel point c'était grave. Mina n'a pas argumenté immédiatement. Elle a ouvert le sac, a posé la soupe sur le plateau, et a attendu que j'aie pris quelques gorgées. Puis elle a posé une question. Si c'était une patiente de notre stage clinique et que sa famille l'a traitée comme ça après une opération, comment appellerais-tu ça? Je détestais cette question parce que je connaissais la réponse. Négligence, abus émotionnel, exploitation,
des mots que je pouvais identifier dans un manuel, mais que j'avais passé des années à refuser d'appliquer à moi-même. Mina m'a demandé s'il y avait un parent en dehors de la maison qui me croirait. J'ai pensé à Sterling Westbrook avant de dire son nom. Sterling n'était pas techniquement mon oncle, mais il avait été proche de ma grand-mère. Et après sa mort, il est devenu le fiduciaire du Westbrook Family Trust qui aidait à entretenir notre maison et payait certaines dépenses familiales. C'était un ancien avocat d'affaires devenu investisseur, un homme autour duquel les gens baissaient la voix sans même savoir pourquoi. Il avait toujours été poli avec moi, distant, mais gentil. Et une fois, lors de mon dîner de remise de diplôme du lycée, il m'avait dit, « Si jamais tu as besoin d'aide et que tout le monde est trop fier pour en demander, tu m'appelles directement. » Je n'avais jamais utilisé ce numéro. L'appeler me donnait l'impression de faire exploser quelque chose sous ma propre famille. Mina m'a tendu mon téléphone. Alors il est peut-être temps. Mes mains tremblaient si fort qu'elle a dû composer le numéro pour moi. Sterling a répondu à la 4e sonnerie. Sa voix était calme, formelle, et instantanément alerte quand il m'a entendu peiner à parler. Je lui ai dit que j'étais à l'hôpital. Je lui ai parlé de l'opération. Je lui ai dit que j'avais été la seule personne à faire la cuisine et le ménage pendant des années. Je lui ai dit que ma famille savait que j'avais été emmené en chirurgie et voulait quand même que je rentre à la maison pour préparer le dîner. Il n'a pas interrompu, pas une seule fois. Quand j'ai fini, il y a eu un silence si contrôlé qu'il m'a plus effrayé que des cris ne l'auraient fait. Puis il a demandé, « Ta mère savait-elle que tu étais en train d'être opéré quand elle a envoyé ces messages ?» J'ai dit, « Oui. » « Ton père le savait-il » J'ai regardé le téléphone et j'ai dégluti. « Oui. » La voix de Sterling a baissé. « Garde tous les messages. Photographie tes papiers de sortie. Ne les préviens pas. J'arrive. Je pars maintenant. » Mina a fermé les yeux de soulagement. Mais j'ai senti mon estomac se nouer pour une autre raison. Je savais que ma famille craignait Sterling. Ma mère le qualifiait de froid. Preston le qualifiait de riche maniaque du contrôle. Mon père l'appelait monsieur. S'il venait à Charlotte en colère, la version policée de notre famille ne survivrait pas à la nuit. Sterling est arrivé avant que ma sortie ne soit finalisée. Il est entré dans ma chambre d'hôpital dans un manteau sombre, ne portant que son téléphone et un dossier en cuir. Il ne m'a pas serré dans ses bras ni fait de discours dramatiques. Il a simplement regardé les ecchymoses autour de ma perfusion, le bracelet de l'hôpital à mon poignet, et la façon dont je grimaçais quand j'essayais de m'asseoir. Puis il a dit, « Je te ramène à la maison, Adrienne, mais je n'appelle pas à l'avance. Je veux voir ce qu'ils deviennent quand ils pensent que personne d'important ne regarde. » Sterling a tout organisé avec une efficacité silencieuse qui m'a fait réaliser à quel point la vraie protection était différente de la préoccupation familiale vide. Il a parlé à l'infirmière de mes instructions de sortie, a confirmé mon horaire de médication, a payé le solde que mon assurance n'avait pas couvert, et a demandé à Mina de nous accompagner parce que je lui faisais confiance. Je m'attendais à ce qu'il me demande pourquoi j'avais attendu si longtemps pour le lui dire, mais il ne l'a pas fait. Peut-être qu'il savait déjà que la honte rend les gens silencieux. Peut-être qu'il avait vu assez de familles comme la mienne pour comprendre que la personne maltraitée est souvent la dernière à l'admettre. Sur le chemin du retour vers la maison Foxwell, j'étais assise sur la banquette arrière avec un oreiller légèrement appuyé contre mon ventre. Mina était assise à côté de moi, une main prête au cas où la voiture tournerait trop brusquement. Sterling conduisait sans musique, les yeux fixés sur la route, la mâchoire tendue mais contrôlée. Je regardais les rues familières défiler et je sentais une angoisse s'installer en moi, plus lourde que les analgésiques. Je savais exactement ce qui m'attendait à la maison. Ma mère ne s'excuserait pas. Preston n'aiderait pas. Mon père aurait l'air embarrassé, pas coupable. Pourtant, une petite partie stupide de moi espérait que s'il me voyait pâle, tremblante, et à peine capable de marcher, quelque chose d'humain pourrait se réveiller en eux. Sterling a tourné dans notre rue, puis s'est garé à 2 maisons de là au lieu de s'engager dans l'allée. Je l'ai regardé avec confusion. Il a coupé le moteur et a dit, « Ils doivent pouvoir parler librement. S'ils voient ma voiture, ils joueront un rôle. » Le mot « jouer un rôle » m'a frappé durement parce que c'était exactement ce que ma famille faisait pour les invités. Ma mère devenait chaleureuse et charmante. Preston devenait enjoué au lieu d'être cruel. Mon père devenait attentif juste assez longtemps pour être loué. Sterling m'a aidé à sortir de la voiture, mais m'a laissé marcher devant lui.
Mina est restée près de moi, portant mes médicaments et mon dossier de sortie. Chaque pas vers la maison envoyait de la douleur dans mon abdomen, mais la peur me faisait avancer. À travers la fenêtre du salon, je pouvais voir les lumières briller dans la cuisine. Ma mère n'avait pas annulé le dîner. Il y avait des plats de service sur le comptoir, des fleurs sur l'îlot, et les amis de Preston qui riaient quelque part près du salon. J'ai tendu la main vers la sonnette, mais avant que je puisse appuyer, la porte s'est ouverte brusquement. Ma mère se tenait là, dans un chemisier crème avec des boucles d'oreilles en or, son expression déjà irritée. Elle a d'abord regardé au-delà de moi, s'attendant probablement à des courses. Puis ses yeux sont tombés sur le dossier dans ma main. L'espace d'une respiration, j'ai cru qu'elle pourrait s'adoucir. Au lieu de cela, sa bouche s'est contractée. « Tu es enfin de retour », a-t-elle dit. « Arrête ta comédie et prépare le dîner. » Les mots ont atterri exactement là où se trouvaient les points de suture. Preston est apparu derrière elle, tenant une manette de jeu, les cheveux en désordre, le visage suffisant. Ne simule pas l'épuisement juste pour éviter les corvées. Il a dit, nous savons tous que tu aimes l'attention. Mon père se tenait près de l'entrée de la salle à manger. Howard Foxwell a regardé le bracelet de l'hôpital à mon poignet, puis mon visage, puis le sol. Il ne leur a pas dit d'arrêter. Il n'a pas dit, elle vient de subir une opération. Il n'a même pas prononcé mon nom. Ma mère a pris un tablier sur la console et me l'a jeté. Il a heurté mon bras et a glissé sur le sol. L'humiliation était si brûlante que pendant un instant, j'ai oublié la douleur physique. La pièce a basculé. Mes genoux ont faibli. Mina a murmuré mon nom et s'est approchée de moi. Mais avant que je puisse m'effondrer, Sterling est entré dans l'embrasure de la porte derrière nous. Il ne s'est pas précipité. Il n'a pas crié. Il est simplement entré dans la maison avec la patience froide d'un homme qui venait de confirmer exactement ce qu'il était venu voir. Les rires du salon se sont tus lorsque les gens l'ont remarqué. Ma mère s'est figée si complètement que ses boucles d'oreilles ont cessé de se balancer. Le ricanement de Preston a disparu comme si quelqu'un l'avait effacé de son visage. Mon père est devenu gris. Sterling a regardé le tablier par terre, puis ma mère, puis Preston. Sa voix était basse, presque silencieuse. Venez-vous d'ordonner à une femme qui est sortie de chirurgie cet après-midi de cuisiner pour vous? Personne n'a répondu. Ma mère a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Preston a baissé la manette. Mon père s'est redressé comme un employé pris en flagrant délit de vol. Sterling a fait un pas de plus à l'intérieur et a fermé la porte derrière lui. Le déclic du loquet a semblé définitif. Il s'est tourné vers les invités visibles au-delà du couloir et a dit, « Ce dîner est annulé. » Puis il a regardé ma famille. « Asseyez-vous. Tous les trois, nous allons discuter de ce qui se passe dans cette maison. » Ma mère a essayé de retrouver sa voix d'hôtesse. « Sterling, c'est une affaire de famille privée. » Les yeux de Sterling n'ont pas quitté son visage. « Plus maintenant, Valérie. Pas quand cette maison, ces véhicules, et la moitié des factures dont vous profitez passent par un fonds fiduciaire que je contrôle. » La couleur a quitté ses joues. Preston a regardé mon père comme s'il attendait du secours. Mon père a regardé Sterling et n'a dit « rien ». Pour la première fois de ma vie, le silence dans cette maison ne les protégeait pas. Il les enterrait. Sterling a dirigé tout le monde vers le salon comme il l'avait fait 1000 fois dans des salles de conseil où les gens mentaient jusqu'à ce que des documents prouvent qu'ils ne le pouvaient plus. Ma mère s'est assise sur le bord du canapé, les mains jointes sur ses genoux, jouant la dignité même si son visage était secoué de tics de panique. Preston s'est laissé tomber dans le fauteuil, essayant toujours d'avoir l'air de s'ennuyer, mais son genou rebondissait si vite qu'il faisait trembler le coussin. Mon père est resté debout jusqu'à ce que Sterling le regarde et dise « Assieds-toi, Howard ». Il a obéi instantanément. Mina m'a aidé à m'installer dans une chaise près de la cheminée et à glisser le petit oreiller entre mon ventre et l'échymose de la ceinture de sécurité du trajet. Je ne m'étais jamais senti aussi faible et aussi étrangement puissante en même temps. Sterling a connecté son téléphone à la télévision. Ma mère a vu l'écran refléter ses dossiers et s'est penchée en avant. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé. Sterling ne lui a pas répondu. Il a ouvert un fichier intitulé « Examen du fonds fiduciaire de la maison ». La première image était une capture d'écran du texto de ma mère me disant de ne pas exploiter mon opération car des invités arrivaient.
La deuxième était le message de Preston demandant qui nettoierait demain. La troisième était la réponse de 3 mots de mon père. Écoute les médecins, envoyé après qu'il ait su que j'étais emmené en chirurgie d'urgence. Sterling a laissé la pièce s'imprégner de ces messages assez longtemps pour qu'ils deviennent plus lourds que n'importe quel discours. Puis il a dit, Adrienne était dans un lit d'hôpital en convalescence d'une opération, et voici ce que sa famille lui a envoyé. La voix de ma mère est sortie, fine. Tu sors les choses de leur contexte. Elle a toujours été dramatique au sujet de la douleur. Sterling a cliqué sur l'image suivante. C'était mon ordonnance de sortie. Pas de charge lourde, pas de flexion, repos requis. Surveiller la fièvre, les saignements, l'aggravation de la douleur. Il a lu ces lignes à voix haute lentement, chaque mot pesant dans la pièce. Puis il a regardé Preston. Voudrais-tu expliquer pourquoi tu l'as accusé de simuler l'épuisement après avoir reçu la confirmation qu'elle avait été opérée? Le visage de Preston a rougi. Je ne savais pas que c'était si grave. Mina a ri une fois, un rire sec et sans humour. Elle avait un bracelet d'hôpital au poignet. Preston l'a fusillé du regard, mais Sterling a levé une main et il s'est arrêté. Puis sont venus les dossiers financiers. La posture de ma mère a changé immédiatement. Sterling a ouvert des mois de débours du fonds fiduciaire pour l'entretien de la maison, les dépenses d'épicerie, le soutien médical, le transport et l'éducation. À côté se trouvaient des frais de carte de crédit qui ne ressemblaient pas à de l'épicerie, du soutien médical ou de l'éducation, de la décoration d'intérieur de créateurs, des soins de la peau de luxe, des boîtes d'abonnement, des factures de restaurant. 3 frais distincts pour des services de traiteur pour des événements privés pendant les week-ends. J'avais travaillé tard puis nettoyé après que tout le monde soit rentré. Ma mère a commencé à secouer la tête avant même que Sterling ne parle. C'était des achats nécessaires pour la maison. Sterling a zoomé sur un reçu pour un ensemble de lampes décoratives de $1200. Nécessaire pour la survie de qui, Valérie? La pièce était silencieuse. Il est ensuite passé au dossier de Preston. Assurance auto payée par le fonds. Carte de carburant payée par le fonds. Facture de téléphone payée par le fonds. Équipement de jeu acheté sous une catégorie intitulée « Développement professionnel », approuvé par mon père. Sterling s'est tourné vers Howard. Explique, développement professionnel. Mon père s'est frotté le front. Preston a dit qu'il créait une entreprise en ligne. Sterling a ouvert un autre fichier. Il montrait les dépôts bancaires de Preston, minuscules et irréguliers par rapport aux milliers dépensés pour l'équipement, la livraison de nourriture et les divertissements. Il n'a pas bâti une entreprise, a dit Sterling. Il a bâti une excuse, et tu l'as approuvé parce que c'était plus facile que de l'élever. Preston a finalement craqué. Pourquoi tout le monde agit-il comme si Adrienne était parfaite? Elle vit ici aussi. Elle devrait t'aider. Ma voix m'a surprise quand elle est sortie. Aider, c'est quand tout le monde porte quelque chose. Ce que vous vouliez, c'était que je porte tout. Preston a détourné le regard. Ma mère a saisi l'occasion, se tournant vers Sterling avec des larmes qui montaient soudainement à ses yeux. J'essayais de l'élever correctement. Les filles ont besoin de discipline. Elles doivent savoir comment tenir une maison. Sterling la fixa comme si elle avait dit quelque chose d'obscène. Une femme en convalescence après une opération n'a pas besoin de discipline. Elle a besoin de soins. Votre fille était malade et votre premier instinct a été de protéger votre dîner. Les larmes de ma mère ont coulé sur ses joues, mais elles ne l'ont pas émue. Elle a tendu la main vers mon père. Howard, dit quelque chose. Mon père l'a regardé, puis m'a regardé. Pour la première fois de la soirée, son masque s'est brisé. J'y ai vu de la honte. Réelle et laide. Il a chuchoté, j'aurais dû aller à l'hôpital. Ma mère s'est retournée contre lui. N'ose pas faire de moi la méchante. Tu savais comment cette maison fonctionnait. Tu aimais qu'elle fasse tout parce que ça te rendait la vie plus facile aussi. Sterling a hoché la tête une fois, comme si cela confirmait ce qu'il croyait déjà. Exactement. Ce n'était pas une femme qui perdait son sang-froid. C'était un système, Valérie exigeait. Preston se moquait. Howard ignorait. Et Adrienne en a payé le prix avec son corps. Il a fermé le dossier des messages et a ouvert un document juridique. Avec effet immédiat, Valérie,
votre carte de fonds fiduciaire est gelée. Le compte discrétionnaire de la maison est suspendu en attente d'audit. Preston, le véhicule que vous conduisez est immatriculé au nom d'une société appartenant au fonds. Il sera récupéré demain matin. Votre forfait téléphonique et votre carte de carburant prennent fin ce soir. Preston a sursauté. Vous ne pouvez pas faire ça. Sterling n'a pas scié. Je l'ai déjà fait. Assieds-toi. Preston s'est assis. Ma mère s'est couvert la bouche, mais Sterling n'avait pas fini. Howard, votre autorité pour approuver les dépenses familiales est révoquée. Je notifierai le responsable de la conformité de l'entreprise que des fonds fiduciaires ont été mal classés sous votre approbation. Mon père a eu l'air comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Sterling a poursuivi, quant à cette maison, Valérie et Preston peuvent y rester pendant 30 jours sous conditions écrites. Après cela, soit ils contribuent à un loyer et à des dépenses documentées, soit ils partent. Si l'un d'eux harcèle Adrienne, les 30 jours deviennent 7. Les pleurs de ma mère se sont transformés en panique ouverte. Sterling, s'il vous plaît. Cela nous détruira. Non, a dit Sterling. Ce qui a détruit cette famille, c'est d'ordonner à votre fille de cuisiner alors qu'elle saignait encore sous ses pansements. Ceci n'est que l'arrivée de la facture. Le lendemain matin, les conséquences se sont déplacées dans la maison Foxwell plus rapidement que n'importe quelle excuse ne l'avait jamais fait. Ma mère a découvert que sa carte de fonds fiduciaire était gelée lorsqu'elle a essayé de commander plus de fleurs pour sauver le dîner qu'elle croyait encore, d'une manière ou d'une autre, important. La transaction a été refusée 2 fois. J'ai entendu le son depuis ma chambre. Ce petit bip électronique de refus suivi d'un silence si satisfaisant que j'ai presque souri malgré la douleur. Preston a appris la vérité lorsque 2 hommes sont arrivés à 10 heures avec des papiers pour la voiture qu'il conduisait depuis 3 ans sans faire un seul paiement. Il a discuté sur le porche en pantalon de survêtement et pieds nus, disant qu'il devait y avoir une erreur, mais Sterling n'avait laissé aucune place à l'erreur. Le véhicule appartenait à une société liée à un fonds, et Preston n'avait ni emploi, ni contrat, ni droit de le garder. À midi, sa chaise de jeu était en vente en ligne. Le soir, il appelait de vieux amis, demandant si quelqu'un connaissait un entrepôt qui embauchait de nuit. Ma mère a passé la majeure partie de la journée à se déplacer dans la maison comme une reine dont on aurait discrètement retiré la couronne. Elle a ouvert les placards et a réalisé que les provisions n'apparaissaient pas par magie. Elle a regardé les paniers à linge et a réalisé que les vêtements ne se pliaient pas tout seuls. Elle a regardé la cuisine après le petit déjeuner et a attendu que quelqu'un d'autre la nettoie. Mais j'étais à l'étage, au lit, sur ordre du médecin. Mina était à côté de moi et Sterling avait engagé une aide à domicile temporaire dont le travail était de prendre soin de moi, pas de les servir. Mon père est venu à ma porte vers le coucher du soleil. Il a frappé doucement, ce qui était étrange car les gens de cette maison entraient habituellement dans mon espace comme s'il leur appartenait. Il avait l'air plus vieux que la veille. Adrienne, a-t-il dit, je suis désolé. Je voulais ces mots depuis des années, mais quand ils sont finalement arrivés, ils n'ont rien réparé. Je l'ai regardé et j'ai dit, je sais, mais être désolé ne change pas ce que tu as permis. Ses yeux se sont remplis et pour une fois, je ne l'ai pas réconforté. Il m'a dit que Sterling lui avait retiré le contrôle des dépenses de la maison et avait ordonné un examen complet au travail. Il a dit qu'il le méritait. Je n'ai rien dit car peut-être qu'il le méritait. Guérir ne signifiait pas se précipiter pour pardonner aux gens qui m'avaient regardé me briser. 2 jours plus tard, Sterling m'a installé dans un petit appartement meublé à 10 minutes du campus. Ce n'était pas grandiose. Il y avait une chambre, une cuisine étroite, un canapé d'occasion, et une lumière matinale qui passait à travers les stores en rayures dorées pâles. Pour moi, c'était la liberté. Mina m'a aidé à déballer mes manuels de soins infirmiers, mes blouses, quelques photographies, et la petite boîte en bois de lettres que ma grand-mère avait écrite avant de mourir. Sterling a payé 6 mois de loyer directement au propriétaire et a clarifié une chose. Ce n'est pas de la charité, Adrienne. C'est du temps de convalescence. Utilise-le pour guérir, finir tes études, et décider qui mérite d'avoir accès à toi. J'ai pleuré après son départ, non pas parce que j'étais triste, mais parce que j'avais oublié ce que c'était d'être aidé sans être culpabilisé. Ma mère a appelé 17 fois la première semaine. Au début, ses messages vocaux étaient en colère. Elle a dit que je l'avais humilié. Elle a dit que j'avais retourné Sterling contre la famille.
Elle a dit que les filles étaient censées se sacrifier. Puis, quand elle a réalisé que la colère ne fonctionnait pas, elle a adouci sa voix et a pleuré sur le fait que la maison semblait si seule sans moi. J'ai sauvegardé chaque message vocal, puis je l'ai bloqué jusqu'à ce que je sois assez forte pour écouter sans trembler. Preston a envoyé un message d'un nouveau numéro. J'espère que tu es heureuse. Je l'ai supprimé. Pour une fois, son inconfort n'était pas ma mission. 30 jours ont passé. Valérie Foxwell n'a pas signé l'accord pour contribuer aux dépenses de la maison car le signer aurait signifié admettre qu'elle vivait d'un système qu'elle prétendait gérer. Elle a déménagé dans une location plus petite de l'autre côté de la ville et a pris un emploi dans un magasin de meubles, où elle a finalement dû sourire à des clients qui traitaient ses opinions comme des suggestions plutôt que des ordres royaux. Preston a emménagé avec un ami près de l'autoroute et a commencé à charger des camions la nuit. Il s'est plaint en ligne pendant un certain temps, mais Internet ne payait pas sa facture de téléphone une fois que Sterling a cessé de le faire. Howard est resté dans la maison sous une supervision financière stricte. Il a commencé une thérapie, non pas parce que cela effaçait quoi que ce soit, mais parce que Sterling lui a dit que reconstruire la confiance exigeait des preuves, pas des discours. Il m'envoyait un message chaque dimanche, toujours court, jamais exigeant. Je suis là quand tu seras prête. Certains dimanches, je répondais. Certains dimanches, je ne répondais pas. Ce choix m'appartenait désormais. Quant à moi, je suis retourné en cours lentement. Je marchais prudemment sur le campus avec mon sac à dos allégé, mes points de suture guérissants, et ma vie enfin assez calme pour entendre mes propres pensées. J'ai appris que la paix peut sembler inconfortable quand le chaos vous a élevé. Parce qu'au début, vous continuez d'attendre que quelqu'un crie votre nom depuis une autre pièce, mais personne ne le faisait. Personne ne m'a ordonné de cuisiner alors que je souffrais. Personne ne m'a traité d'égoïste pour m'être reposé. Personne n'a transformé mon épuisement en blague familiale. Je faisais de la soupe quand je voulais de la soupe. Je dormais quand mon corps avait besoin de sommeil. J'étudiais tard parce que je le choisissais, non pas parce que j'avais nettoyé le désordre de tout le monde jusqu'à minuit. La véritable vengeance n'était pas de voir ma mère perdre sa carte de crédit ou mon frère perdre sa voiture. Bien que je ne prétendrai pas que ces moments n'ont pas semblé justes. La véritable vengeance a été de comprendre que je n'avais jamais été la faible. J'avais été celle qui tenait toute une maisonnée ensemble pendant qu'ils me traitaient de dramatique pour avoir plié sous le poids. Cette histoire ne concerne pas seulement une fille à qui l'on a ordonné de cuisiner après une opération. Elle concerne ce qui se passe lorsque la famille transforme la responsabilité en exploitation et qualifie votre souffrance de problème d'attitude. Partager le même sang ne donne à personne le droit de rejeter votre douleur, de drainer votre énergie, ou de vous faire mériter la gentillesse de base. Une vraie famille protège la personne qui souffre. Une famille toxique demande ce que cette personne peut encore faire pour elle. La leçon que j'ai retenue est simple mais puissante. Les limites ne sont pas de la cruauté. Demander de l'aide n'est pas une trahison. Dire la vérité ne détruit pas une famille. Parfois, la vérité ne fait que révéler ce qui était déjà brisé. Si vous êtes maltraité par des gens qui prétendent vous aimer, faites attention aux personnes qui se présentent lorsque vous êtes faible, pas à celles qui ne vous valorisent que lorsque vous êtes utile. Gardez des preuves. Tendez la main. Protégez votre santé, votre avenir, et votre dignité. L'éducation n'est pas seulement ce que nous apprenons en classe. Parfois, la connaissance la plus précieuse vient de la compréhension finale que votre vie a de la valeur même lorsque les autres refusent de la voir. Alors si vous étiez à la place d'Adrienne Foxwell, fraîchement sortie de chirurgie et sommée de servir les personnes même qui ont ignoré votre douleur, seriez-vous resté silencieux pour maintenir la paix? Ou auriez-vous laissé Sterling Westbrook exposer la vérité? Partagez vos pensées car des histoires comme celle-ci nous rappellent que le respect de soi peut être le premier pas vers une véritable guérison.